Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours d'histoire à distance. Aujourd'hui, nous continuons notre chapitre sur la naissance de l'esprit scientifique au XVIIe et XVIIIe siècle avec notre petit b du petit 2, les sciences et leur public. Alors la dernière fois, nous avions parlé du public des sciences en disant que naissaient de nouveaux lieux de savoir. Ces nouveaux lieux, c'était les académies, mais c'était aussi les cafés où se rencontrent les gens qui sont intéressés par les sciences pour en discuter. Alors, dans ces gens intéressés par les sciences, on a dit que c'est principalement des hommes, et les cafés sont des lieux essentiellement masculins. Cependant, ça ne veut pas dire que les femmes restent complètement à l'écart de ce monde scientifique. En effet, les femmes sont très souvent spectatrices et parfois actrices de la production et de la diffusion des connaissances. Ça, c'est le début de notre petit B, le rôle des femmes dans la vie scientifique et culturelle. Alors ces femmes, principalement au XVIIIe siècle, elles tiennent des salons dans lesquels des questions scientifiques importantes sont discutées. Donc un salon, c'est un endroit où les gens de la bonne société, de l'aristocratie, de la noblesse, viennent se rencontrer, discuter, et ils parlent de sciences, mais aussi de littérature, de politique, etc. Et ces grands salons sont souvent tenus par des femmes, qu'on appelle des salonnières. Donc c'est un peu l'équivalent plus féminin des cafés dont nous avions parlé. Mais les femmes, elles ne sont pas que spectatrices, elles ne font pas qu'animer des salons où ce sont des scientifiques qui parlent, elles parviennent parfois à s'imposer publiquement, à l'image de certaines scientifiques. Donc on avait parlé de Maria Merian, notamment, qui développe notamment l'étude des insectes et des papillons. Et là on peut parler aussi de la mathématicienne et physicienne Laura Bassi, qui est une autre de ces scientifiques connue et reconnue à l'époque en tant que femme. Alors, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce que les femmes de science sont rares. Donc, elles sont rares principalement, et vous le savez, je pense, parce que les jeunes filles ne reçoivent pas la même éducation que les jeunes garçons, et donc elles ont beaucoup moins de savoir scientifique qui leur est donné quand elles sont jeunes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, certaines femmes de science restent dans l'ombre de leur mari. On avait parlé du couple des Lavoisier, donc Madame Lavoisier reste en général dans l'ombre de son mari, c'est-à-dire que c'est lui qui reçoit les honneurs, c'est lui qui reçoit les postes intéressants, et même s'il travaille toujours avec elle, eh bien elle est beaucoup moins reconnue que lui, même si elle l'assiste, même si elle participe activement à la diffusion de ses travaux, en les traduisant notamment. Donc ça, c'est parce que c'est mal vu pour une femme d'avoir un rôle public dans la société, surtout un rôle de scientifique. Les sciences sont vues comme un domaine masculin, et donc c'est très mal vu pour une femme de s'affirmer dans ses rôles, et c'est plus simple pour elle d'avoir un mari qui s'en occupe avec elle. Voilà. Elles ont entre guillemets la protection de leur mari, mais du coup, elles passent un petit peu dans leur ombre. Alors, on a quand même des exemples de femmes qui se mettent en avant comme scientifiques, et un de ces exemples que vous allez étudier, c'est Émilie du Châtelet. Alors, je vous laisse regarder les documents 1, 5 et 6, pages 240-241, et vous allez rédiger un petit paragraphe de 5 à 10 lignes indiquant les grandes réussites scientifiques d'Émilie du Châtelet. Donc ses œuvres, qu'est-ce qu'elle a fait précisément, et puis quelles sont les qualités scientifiques de ses œuvres, mais aussi indiquer les difficultés qu'elle a dû surmonter. Alors le livre, vous le trouvez aussi en ligne, vous avez le lien, et puis vous pouvez aussi vous appuyer, c'est facultatif, sur la vidéo que je vous mets, la vidéo scienceuse avec Marion Séclin, qui vous présente la vie aussi d'Émilie du Châtelet, sous un angle un peu plus rigolo que celui de votre livre. Donc vous pouvez vous appuyer sur les deux et vous rédiger un petit paragraphe argumenté de 5-10 lignes, et on fera la correction ensuite. Donc c'est bien de faire cet exercice pour vous entraîner aux exercices que vous aurez l'an prochain. Vous entraîner à écrire des textes assez longs, argumentatifs. Alors en correction, donc ici on a une correction un petit peu minimale, vous auriez pu écrire plus que ça, vous avez peut-être écrit plus que ça, c'est pas un problème. Là je vous montre qu'est-ce qu'il fallait en retenir principalement. Principalement, il faut noter que Émilie du Châtelet est une fille de noblesse, et point important, elle a été éduquée avec ses frères. Donc du coup, elle dispose d'une éducation qui n'est pas limitée par les représentations associées à son genre. Vous savez, le genre, c'est toutes les représentations sociales qui sont associées au sexe. Et donc à l'époque, on pense que quand on est de genre féminin, il faut faire seulement des travaux domestiques, s'occuper de la beauté, etc. Dans les classes aristocratiques. Elle est beau être dans ces classes aristocratiques, elle est élevée avec ses frères, comme ses frères, et donc elle a une solide base scientifique et intellectuelle. Ensuite,
elle est l'élève de l'astronome Maupertuis, donc elle continue ses études. Elle ne peut pas aller dans des universités, mais elle continue ses études avec des cours particuliers avec un grand astronome, et elle se consacre donc à l'étude de la physique en lien avec Voltaire. Donc Voltaire que vous connaissez plutôt pour ses textes de littérature, mais qui faisait également de la physique à ses heures perdues. Alors, donc elle publie 2 ouvrages très reconnus à l'époque, Les Institutions de physique en 1740, et puis une traduction en français des Principes de Newton. Cette traduction sera publiée après sa mort. Donc ça lui permet d'être reconnue en tant que scientifique. Elle est reçue notamment à l'Académie des sciences de Bologne. Donc vous voyez qu'elle n'est pas connue avec son mari, mais elle est connue elle-même pour son travail. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile pour elle, hein. Son genre lui rend les choses difficiles, puisque on a l'exemple de son travail sur la nature du feu. Donc c'est la première publication d'une femme au journal de l'Académie des sciences en 1737, donc c'est une réussite importante, et en même temps, cette réussite, elle est à relativiser parce que cette publication a été soumise de manière anonyme, parce qu'elle ne voulait pas montrer qu'elle était une femme. Donc, en fait, cette première publication d'un travail de femme à l'Académie, s'il montre bien sa qualité de scientifique, montre aussi que c'est pas une volonté de l'Académie de faire publier une femme, hein. C'est plutôt parce qu'ils ne savaient pas que c'était une femme qu'ils ont publié ce travail, pensant que c'était un homme qui l'avait écrit. Et puis on a notre document 6, dans les souvenirs de la marquise de Créqui, elle était peinte par son cousin, et il la montre comme une femme sotte et comme une femme laide. Donc là, il la ramène à son genre, qui à l'époque est surtout normalement synonyme de beauté, de faire attention à son apparence, et puis lui dit qu'elle est laide pour bien montrer que c'est pas une vraie femme. Et puis il dit qu'elle ne doit sa célébrité que à sa relation avec Voltaire, hein. Il dit bien « Je comprends bien que monsieur de Voltaire eut la fantaisie de la faire passer pour savante, mais nous disions toujours qu'elle avait dû lui donner de l'argent. » Donc, en fait, il pense qu'elle a acheté Voltaire. Donc à la fois, il nie son identité de femme en disant qu'elle est une merveille de force et de gaucherie, donc costaude et maladroite, et en même temps, il dit que de toute façon, c'est pas possible que ce soit une savante, hein. C'est forcément Voltaire qui l'a aidée. Alors qu'on a bien vu qu'en fait, elle était bien meilleure scientifique que Voltaire. Et donc on le voit sur le document 5, hein, malgré tout son travail, elle n'est mise en avant qu'à travers les hommes avec qui elle a travaillé. Et là sur le document, on voit Voltaire en dessous, on voit Newton au-dessus, et puis elle ne sert que de miroir. Là, elle n'est qu'une intermédiaire entre Newton et Voltaire, et c'est tout sur cette représentation de l'époque. Et ce, malgré son travail acharné, hein, on le voit dans le document 6, c'est quelqu'un qui travaillait énormément, mais qui n'était pas reconnu suffisamment de son vivant parce que c'était une femme. Voilà, on se quitte là-dessus et puis on se retrouve pour la prochaine séance bientôt. Portez-vous bien.